C'est réglé, ta voix devrait être moins agaçante pour les humains. Merci Aros. Hey, salut terriens, ici Captain Max. Aujourd'hui nous parlerons cinéma avec les monstres cultes du grand écran. Dark, définition s'il te plaît? Le terme monstre peut désigner bien des choses, des êtres excessivement mal formés, une personne particulièrement laide ou encore un individu dénué de tout sens moral et capable du pire. Mais ici, il s'agira surtout de créatures de légende ou d'animaux gigantesques dotés de capacités exceptionnelles et pouvant susciter l'émerveillement comme la peur et l'horreur. Merci l'ami. Si tout comme moi vous êtes fan de films fantastiques et de science-fiction, vous vous devez de connaître les bêtes les plus populaires et marquantes du cinéma. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles car en cet instant s'ouvre le safari le plus incroyable qu'il soit. Ah oui, et au fait, pour éviter toute confusion, les dates annoncées sur Bank seront systématiquement basées sur le calendrier grégorien terrestre avec les dates de l'ère chrétienne. Merci. Un peu d'histoire. Si l'on fait abstraction du fait que l'homme préhistorique avait sûrement des croyances et des peurs envers les animaux et tout ce qu'il ne connaissait pas, les Égyptiens font partie des premiers à notre connaissance à avoir abordé le thème. Environ en moins 3000 avant JC, en Égypte antique, les hommes cherchaient à interpréter toutes les choses qu'ils pouvaient observer à travers des croyances. Les dieux étaient donc responsables des phénomènes tels que le cycle du soleil, avec Ré, le dieu à tête de faucon. Et c'est aussi à cette époque que deux des plus anciennes créatures mythiques furent créées. Le griffon, monstre au corps de lion et à la tête d'aigle, et le sphinx, chimère au corps de lion représentant Routi, le gardien des portes du désert, à tête de pharaon. S'en suivirent d'autres croyances, de toutes origines, constituées de nombreux mythes peuplés de créatures fantastiques. Les siècles défilèrent et la littérature prit une place de plus en plus importante au sein de la culture humaine, et laissa place à l'imagination des écrivains. De leurs esprits sortiront de multiples êtres, bien souvent monstrueux, pour attirer l'attention des lecteurs. Entre inspiration mythologique et totale invention, le bestiaire ne cessera plus jamais de grandir. Et bien des années plus tard, une nouvelle forme d'art fit son apparition, le cinéma, qui permettra à toutes sortes de bestiaux de prendre vie sous vos yeux ébahis. Les mythologiques. S'il y a une croyance qui ne cesse d'inspirer les créateurs, c'est bien la mythologie grecque. Nombreux sont les monstres auxquels elle a donné naissance, et ces derniers sont très présents sur vos écrans. C'est surtout à travers des péplums qu'ils sont représentés pour la première fois, avec notamment deux films majeurs, Jason et les Argonautes de 1963, ainsi que Les Chocs des Titans de 1981. Ces classiques ont permis aux pionniers de l'animation Ray Harryhausen d'offrir la vie aux monstres les plus célèbres, comme la Gorgone Méduse, les Harpies, l'Hydre et même le cheval ailé Pégase. Bien des années plus tard, on peut même encore voir des centaures qui font leur apparition dans les adaptations d'Harry Potter et du monde de Narnia, ces dernières accueillant également les Minotaures. Les majestueux dragons aux multiples origines sont eux aussi régulièrement présents, notamment dans l'histoire touchante de Cœur de Dragon, qui voit même Sean Connery prêter sa voix aux reptiles ailés. Ces trois sagas ont l'originalité de ne pas présenter ces créatures comme des simples monstres sans cervelle, mais bien comme des personnages ayant des sentiments et une histoire. Ce qui n'est pas sans rappeler le folklore asiatique, dans lequel le dragon est une représentation de la nature, et non un agent des forces du mal. Et oui, parfois il y a du bon chez les monstres. Les créatures d'outre-tombe. Les prochaines créatures que je vais citer proviennent toutes de cultures différentes, africaines, haïtiennes, serbes, égyptiennes, et pourtant ils ont toutes une particularité commune. Tous ont quitté le repos éternel pour tourmenter les vivants. Et oui, la vie après la mort obsède l'être humain depuis la nuit des temps, et le cinéma ne se prive pas pour l'illustrer avec des êtres avides de chair et de sang. C'est en 1910 qu'est réalisé le court-métrage muet Frankenstein, qui retrace l'histoire de la créature laide et violente créée par le jeune scientifique Victor Frankenstein. Une dizaine de films sortiront avec pour titre notre bon Frankie, et il aura même plusieurs rôles secondaires comme dans le film Van Helsing en 2004. D'ailleurs, dans celui-ci, un autre protagoniste nous intéresse, Dracula, le plus célèbre des vampires. Il apparaît la première fois en 1921 dans Dracula, avec un K, d'origine hongroise, film considéré comme perdu. Et en 1922, le roman de Bram Stoker inspire l'histoire de Nosferatu, qui deviendra par l'occasion un personnage à part entière. Le conte buveur de sang aura donné naissance à beaucoup d'œuvres cinématographiques, des centaines si l'on ajoute toutes celles parlant de vampires, ce qui implique malheureusement Twilight. Les momies sont elles aussi très familières des cinéastes, surtout américains, car depuis 1899, plus d'une centaine de films vit le jour, dont la célèbre saga avec Brendan Fraser. Quant aux zombies, ils furent popularisés par un certain George Romero, avec sa célèbre trilogie des morts vivants de 1968 à 1986. Dans le deuxième film, la figure du zombie est utilisée pour critiquer le consumérisme. Bien plus qu'un simple film de monstres, c'est une œuvre à charge porteuse d'un message, un véritable travail d'auteur. What are they doing? Why did they come here?
some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. Les synopsis de films d'horreur reprenant nos monstres fétiches ont fortement évolué, surtout ces 30 dernières années, où les vilains sont passés de bêtes sans âme avides de meurtre à des êtres capables d'aimer. Nos héros n'ont donc plus comme seul but de faire peur, mais aussi de susciter l'empathie, comme pour le Frankenstein de 1994 avec Gérard Depardieu. Non, je plaisante, je sais, c'est Robert De Niro, mais ce bon Gérard avait été contacté pour le rôle, mais il le refusa. La ressemblance provient donc sûrement de cette anecdote. Si les créatures d'outre-tombe hantent les écrans depuis plus de 100 ans, elles sont encore d'actualité, la preuve avec les films qui viennent de sortir. En 2014, on avait I Frankenstein, Dracula Untold, et on a maintenant La Momie. Les géants. Ah, là on passe à ma catégorie préférée, les bestioles aux tailles hallucinantes. Les kaiju, ça signifie monstre en japonais. Et je peux pas commencer cette catégorie sans parler du King Kong de 1933 qui ouvre la voie dans le domaine. Et contrairement aux créatures de la partie précédente, l'immense gorille est un mythe exclusivement cinématographique. Il ne provient d'aucune autre œuvre littéraire, même si les réalisateurs tirent leur inspiration du roman Le Monde Perdu, narrant l'histoire de scientifiques ayant découvert des animaux préhistoriques, tels que les dinosaures, hommes-singes, serpents géants et compagnie. Sur Skull Island, notre roi des singes fait lui aussi face à des animaux géants et des dinosaures avec lesquels il se fightera sévère, jusqu'à en arracher la mâchoire du T-Rex. Tiens, prends ça! D'autres productions mettant en scène le géant poilu voient par la suite le jour entre 1933 et 2017. Mon petit chouchou étant celui de 2005 réalisé par Peter Jackson, qui reprend l'histoire du tout premier en ajoutant une énorme touche d'humanisme au gorille, qui vous suscitera beaucoup d'émotions tout au long de ces 187 minutes de plaisir. Mais comment vous parler de monstres géants sans évoquer le second kaiju le plus connu du cinéma, Godzilla. Le premier film du protagoniste écaillé étant sorti en 1954, celui-ci s'inspire fortement de King Kong et d'un autre film sorti en 1953, Le Monstre des Temps Perdus, film d'auteur presque français qui raconte l'histoire d'un monstre à l'apparence de lézard se réveillant d'un sommeil de plus de 100 millions d'années suite à des essais nucléaires. Par la suite, plus de 30 films sont projetés au cinéma mettant en scène cet hybride de dinosaures, surtout au Japon. Petite info, l'étymologie de son nom est plutôt intéressante. Nommé Gorira au Japon, celui-ci est une combinaison de deux mots japonais. Gorira signifiant gorille, hashtag King Kong, et Kujira qui signifie baleine, car à l'origine le monstre devait être un croisement entre ces deux animaux, avec la force d'un primate géant sur terre et l'agilité d'un mammifère marin en mer. Bon, si l'on reste dans vos contrées européennes, c'est sûr que vous ne connaîtrez pas beaucoup de Kaiju Yaga, film de monstres. Mais du côté de l'Asie, beaucoup de cinéastes ont appliqué les règles établies par nos deux bestiaux pour réaliser une panoplie de films du genre, dans les années 60, 70 et 90. Cependant, depuis quelques années, celui-ci fait un grand retour dans vos salles de cinéma, avec Godzilla en 2014, le fabuleux King Kong de 2017, et un futur Godzilla contre King Kong en 2020, sans oublier le Pacific Rim de 2013. Et pour rester dans le Pacifique, il y a une autre bébête géante très connue dans la pop culture, qui vit plutôt dans les fonds marins, j'ai nommé le Kraken. Poulpe gigantesque sortant tout droit des mythologies scandinaves, très présent lorsque les réalisateurs ont besoin de monstres marins terrifiants. Les sympas. Si dans certains films le monstre est soit méchant, soit neutre et agit violemment essentiellement à cause de son instinct animal, certains réalisateurs ont voulu les dédiaboliser, et malgré ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas qu'à la télévision avec Alf et Casimir, ou dans les dessins animés qu'il existe des monstres gentils. Pour revenir rapidement sur le roi des singes et le roi des monstres, ils sont bel et bien gentils. Kong a plutôt un rôle de victime, voire même de dieu dans la majorité des cas, et Godzilla lui a fortement évolué au fil de ses incarnations, pour finir en défenseur de la planète. Or, on ne pense pas forcément à eux lorsqu'on parle de créatures gentilles ou mignonnes, et c'est là que l'on retourne dans les années 80 avec deux personnages cultes de la monstrologie du cinéma. Le premier fait la fierté du 7ème art, mais la honte du jeu vidéo. Vous l'aurez sûrement reconnu, j'ai nommé E.T. Certains vont me dire que ce n'est pas un monstre, mais un alien. C'est vrai, mais vous n'allez pas me dire que vous ne flipperez pas en voyant ça un soir devant votre porte. Et vous inquiétez pas, on parlera bien assez tôt de petits gris terrifiants. Et puis mince, c'est ma vidéo, non? Je fais ce que je veux de toute façon. Et puis tiens, ça c'est un pain au chocolat, et ça c'est une Game Boy. Bref, dans ce film, le rapport entre l'homme et l'extraterrestre est très fusionnel, allant jusqu'à établir une sorte de connexion psychique entre les deux protagonistes, au point que l'un peut ressentir la douleur de l'autre. Certes, dans le film de George Lucas, il y avait déjà cette connexion entre Yoda et Luke, mais c'était encore différent. Si l'on observe encore un peu plus près le garçon et E.T., on s'aperçoit qu'ils ont tous les
deux perdu leur famille, au sens propre pour le martien et au sens figuré pour l'enfant. C'est là encore un moyen de rapprocher le monstre de l'homme avec un message de tolérance interspatiale. Bien, parlons maintenant de la deuxième bébête révolutionnaire des années 80, Gizmo du film Gremlins. Avant lui, les monstres hors science-fiction avaient tous pour but de faire peur et d'être effrayants. Mais là, comment ne pas craquer devant ce mignon Mogwai? Tout est fait pour vous faire fondre, une petite boule de poil aux gros yeux de bébé chien, et en plus de ça, il est réellement gentil, doux et affectueux. Bon, certes, il doit schlinguer le machin, parce qu'il faut éviter de le laver, sous peine de voir apparaître des gremlins qui, eux, sont vraiment effrayants. Tiens, d'ailleurs. Les effrayants. Alors là, on s'attaque à la majeure partie des bestioles à l'écran. La plupart du temps, elles sont là pour vous chasser, vous tuer, vous dévorer, voire même vous violer. Oui, j'ai bien dit violer, mesdames et messieurs. Retournons une nouvelle fois dans les 80s. Qui n'a pas angoissé à l'idée de voir Arnold se faire attaquer par surprise par le prédateur? Ou bien eu envie de vomir en regardant Jeff Goldblum se transformer en insecte dans la mouche? Quoi? Vous ne l'avez jamais vu? Eh bien tenez, c'est cadeau. Ah, les choses répugnantes et angoissantes. Que de magnifiques moments de torture psychologique. Et tout ça grâce aux créatures diaboliques inventées par vos scénaristes des années 80. Mais le pire pour moi reste Alien. On doit le design des xénomorphes à Hans Rudolf Giger, artiste spécialisé en art biomécanique, un mélange de mécanique et d'organique, style qu'il a inventé en s'inspirant des cauchemars qui torturaient son esprit la nuit. Dans ses premières œuvres, on pouvait déjà percevoir les xénomorphes en train de violer ou bien de faire d'autres trucs sexuels complètement louches. Bref, tout ça pour en arriver à quoi, me demanderez-vous? Eh bien, dans le film Alien, le thème du viol est toujours présent, de façon un poil plus subtile évidemment. Mais tout de même, quand le facehugger saute au visage de sa victime, il lui enfonce une sorte de trompe dans le nez, et surtout au fond de la gorge, pour y déposer un œuf. Cela rappelle évidemment un viol buccal, qui aurait pour conséquence dans le film le port d'un enfant indésirable. Mais ce n'est pas encore fini. Une théorie, loin d'être infondée, circule autour de la scène du meurtre d'un des personnages, Lambert. Au moment où elle se retrouve nez à nez avec le monstre, celui-ci glisse sa queue lentement entre les jambes de la demoiselle. Puis la scène se coupe pour laisser place à de longs cris de douleur. Ripley retrouvera la jeune femme sans pantalon ni chaussures. Aurait-elle été violée? Mais enfin, il a bien entendu énormément d'autres monstres terrifiants dans le cinéma d'horreur, mais je pense que le film de Ridley Scott est un modèle incontestable dans le genre. Une bête ultra flippante, autant par son design que par sa façon d'être, avec une production qui joue avec vos nerfs tant le suspense est présent tout au long du film. Conclusion. Aussi bien présents dans les mythologies que dans la littérature, les monstres ont une place importante dans l'imaginaire de l'homme. C'est pourquoi ils ont à ce point marqué l'industrie cinématographique. Depuis plus de 100 ans déjà, ils fascinent et je pense que cela n'est pas prêt de s'arrêter. Pour ma part, mon petit préféré, c'est King Kong. Autant par son charisme hallucinant que par ses films à l'histoire touchante et remplie d'action. Et vous, quel est votre monstre de cinéma favori et pourquoi ? Même si l'on n'en a pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci de votre visite, Terrien, et à très bientôt.